Bonsoir à tous, chers auditeurs professionnels de la finance, doctorants, étudiants, chers professionnels du domaine du secteur financier. Je vous souhaite la bienvenue pour un nouveau numéro des mercredis de la loi de finances 2025. Alors, après avoir discuté durant les semaines dernières des orientations du projet de loi de finances 2025, de la consolidation de la dynamique d'investissement et de la création de l'emploi, de la préservation de la soutenabilité des finances publiques, du renforcement, c'était la semaine dernière, des piliers de l'État social. Aujourd'hui, il sera sujet de discuter de la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles. Je rappelle brièvement le concept pour nos auditeurs, pour nos nouveaux auditeurs. Chaque session réunit un modérateur accompagné d'un intervenant qui vont tenter de démystifier un petit peu les orientations budgétaires, les priorités de dépenses, sans oublier les réformes fiscales et structurelles, et l'éventuel impact de ce projet de loi de finances sur les entreprises et sur les citoyens. Alors, le webinaire d'aujourd'hui a pour objet de mettre en lumière justement les avancées réalisées, les défis à surmonter vis-à-vis des orientations nécessaires pour garantir le succès des réformes à long terme. Nous aborderons tout au long de ce webinaire les différents secteurs concernés par ces transformations, tout en explorant éventuellement les synergies entre les réformes fiscales et la modernisation de l'administration publique, sans oublier les politiques de soutien à la croissance durable. Alors, au-delà de l'immédiateté et l'instantanéité justement de ces mesures, il sera également sujet de se prononcer sur les implications économiques et sociales de ces réformes et leur impact ou leur capacité à favoriser une relance inclusive, pérenne et résiliente. Et pour discuter des coins et des recoins de cette thématique de haut vol, j'ai la chance d'être aujourd'hui accompagné par la brillante, l'érudite Jannat Benhida, qui a eu l'amabilité d'accepter notre invitation, étant donné que le professeur Zakaria Ferrano s'est excusé pour un événement de force majeure, donc il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Et donc, c'est le professeur Benhida qui va prendre la relève, et il a eu l'amabilité d'accepter notre invitation pour une seconde fois. Donc, merci beaucoup, professeur Benhida. Alors, pour nos nouveaux auditeurs, je leur rappelle un petit peu votre cursus. Alors, vous êtes docteur en sciences économiques spécialisé en macroéconomie financière et en finance de marché. Vous avez débuté votre carrière au sein de la Banque centrale, donc Banque del Maghreb, en tant qu'économiste avant de rejoindre le régulateur des marchés financiers, donc l'AMMC, où vous avez fait les heures de gloire de l'AMMC. Vous avez notamment œuvré en faveur de la standardisation des normes de régulation. Vos principaux domaines de prédilection concernent les phénomènes d'interdépendance et de contagion entre les marchés financiers. Bienvenue, Jannat Benhida. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Toujours un plaisir d'être là parmi vous. Et puis voilà, j'espère que l'auditoire sera clément avec moi aujourd'hui parce que ce n'était pas au programme. Mais voilà, j'ai tenu à être là avec vous pour cette dernière de la série qui... Encore une fois, je salue l'initiative. Ça a permis d'éclairer la lanterne de beaucoup de gens sur le contenu de la loi de finances. Et voilà, donc rien que pour ça, j'en suis ravie. Toute notre gratitude pour avoir accepté justement à la dernière minute d'assurer justement le dernier webinaire de la série. Alors, Jannat Benhida, vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'instar des autres directives royales, aujourd'hui, il y a une nécessité majeure de renforcer l'économie nationale, d'élargir les perspectives du développement de notre pays. Alors, en matière d'accélération du processus d'émergence, mais aussi le gouvernement aujourd'hui a dans sa ligne de mire une transformation structurelle dans laquelle il s'est engagé depuis plusieurs années pour mettre en place un vaste programme de relance et de réformes structurelles visant à transformer en profondeur, en substance, les structures économiques et institutionnelles afin de favoriser, donc justement, je l'ai dit préalablement, une croissance économique pérenne, résiliente et durable. Et pour œuvrer justement dans ce chantier de réforme, il démarre de la base de la consolidation de la bonne gouvernance en poursuivant le chantier de réforme de la justice, des établissements et des entreprises publiques. Nous aurons l'occasion justement de l'évoquer dans ce webinaire, sans oublier la réforme des régimes de retraite dans laquelle nous avons déjà eu l'occasion d'en parler dans le renforcement des piliers de l'État social. Par ailleurs,
aujourd'hui, le gouvernement s'attelle au fondement d'un développement territorial équilibré, égalitaire aussi. Il va essayer de renforcer ses efforts pour accélérer le chantier de régionalisation avancée et de déconcentration administrative qui, à mon sens, on n'en parle pas suffisamment et qui demeure une des prérogatives du gouvernement actuellement dans ce projet de loi de finances 2025. Et justement, dans ce sillage, le gouvernement va s'assurer de mettre en œuvre tous les chantiers relatifs à la réforme de l'administration, de la simplification, de la digitalisation des procédures. Nous allons aussi évoquer la théorie des 3D, donc décloisonnement, dématérialisation et désintermédiation. Et c'est le cas de le dire, tout en poursuivant les efforts déployés pour la consécration du caractère officiel, et il faut le dire, de la langue amazigh dans tous les aspects de la vie publique. Alors, professeur Benhida, avant de vous poser ma première question, j'aimerais tout d'abord avoir votre réaction à l'édito. Oui, bien sûr. Alors, d'abord, avant toute chose, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, encore une fois, merci et merci pour cette introduction et cet édito qui, franchement, permet de faire un tour d'horizon qui est très important par rapport à cette question. Que serait une loi de finances sans une vision à court terme, mais aussi sans une vision à long terme, d'où l'importance d'évoquer ces chantiers structurels, ces transformations structurelles que le Maroc ambitionne d'entreprendre. Pour cela, j'aimerais revenir sur quelques éléments de contexte et quelques éléments historiques. Première des choses, je l'avais évoqué lors du webinaire de la dernière fois, nous avons traversé des phases où nous étions sur une transformation structurelle qui n'a pas été en faveur forcément de la croissance et du développement au Maroc. Je fais allusion, par exemple, au programme d'ajustement structurel qui a été adopté au cours des années 80 pour rétablir les grands équilibres macroéconomiques au pays. Ça a été fait avec un petit peu la pression des bailleurs internationaux et le Maroc a réussi avec brio à rétablir ses équilibres macroéconomiques, c'est-à-dire qu'avoir des niveaux d'inflation, d'endettement qui étaient tout à fait acceptables et revenus de loin, mais à un coût. Ce coût était social notamment. Et on avait prétendument une croissance sans avoir de développement. Et nous avions une croissance qui n'était pas encore une croissance ni durable ni inclusive. Et il a fallu attendre longtemps pour que nous trouvions notre identité. Donc toutes les réformes qui vont être discutées aujourd'hui, j'aimerais rebondir sur ça, c'est qu'elles émanent de quelque chose de formidable qui a été entrepris au Maroc au cours des dernières années, dont on ne parle malheureusement plus assez. Il y a eu un momentum et un moment, voilà, maintenant on n'en parle plus, c'est le nouveau modèle de développement qui a été adopté en 2021. Le nouveau modèle de développement, et ben, toutes les réformes dont on va parler aujourd'hui, elles émanent clairement de ce nouveau modèle de développement qui a été présenté pour rappel en 2021, qui est une sorte de feuille de route stratégique qui vise la transformation profonde du pays en une économie, alors là, c'est des notions importantes, prospère et inclusive. C'est des choses que vous avez évoquées et qu'il est nécessaire de rappeler. Et on a un horizon, un objectif pour qu'il soit atteignable, il faut bien fixer un timing. Et notre objectif, c'est 2035. 2035, maintenant, c'est encore plus à l'ordre du jour et plus rapproché avec justement le fait qu'on ait obtenu l'organisation de la Coupe du Monde avec nos voisins. Donc, finalement, à l'échéance 2030, maximum 2035, nous devons être désormais au diapason de ces réformes-là et d'une vision qui soit parfaitement alignée. Donc, c'est ce qui va faire qu'on va évoquer un certain nombre de réformes qui peuvent paraître éloignées de cela, mais qui finalement, vues de manière holistique, contribuent à cette vision de Maroc de demain. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette réaction à l'édito à laquelle je souscris parfaitement. Et ma première question pour vous, Jinat Benhida, va être la suivante. Alors, justement, dans le dessein de connaître ce qu'a prévu le gouvernement en termes de poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles, est-ce que vous pouvez démystifier pour nos auditeurs aujourd'hui l'étendue des mesures prévues dans cette loi de finances 2025, eu égard à la réforme des établissements et des administrations publiques qui est au cœur des réformes visées par le gouvernement? Oui, alors effectivement, il faut savoir, et c'est aussi un élément dont nous avions parlé différemment la dernière fois, ce sont ces établissements et entreprises publiques qui commencent à acquérir de plus en plus d'importance avec une réflexion profonde menée par l'État autour de la question de
du bien fondé de ces établissements, de l'existence de doublons ou pas, d'une rationalité économique limite applicable au secteur privé qui désormais commence à être appliquée à ces établissements publics. Sont-ils créateurs de valeur? Est-il de la valeur ajoutée qui est créée? Et c'est pour ça que déjà, on a fait une distinction importante et profonde entre les établissements qui sont marchands et non marchands. Donc, un traitement différencié est effectué pour chacun de ces deux types désormais. D'accord? Donc, maintenant, la réforme relative au EEP est une priorité nationale depuis quelques années déjà. Ça fait écho aux autres orientations royales, notamment celles qui ont été évoquées lors du discours du 29 juillet 2020, donc qui appelle à réaliser avec diligence une profonde réforme du secteur public. Donc tout a émané de cela et il y a eu quelques années de travail depuis. Donc suite à cela, à partir déjà de 2021, il y a un programme ambitieux de restructuration des entreprises et établissements publics qui a été amorcé, avec notamment la publication de la loi cadre numéro 50-21, qui est relative à ces établissements, et puis l'autre loi, la loi 82-20, qui porte création de l'Agence nationale de gestion stratégique de participation de l'État. Alors, cette agence a une importance capitale parce que c'est elle qui va venir opérationnaliser ce process. L'État ne peut pas être partout et il faut à chaque fois créer des entités. Et là, la nouveauté, ça a été l'opérationnalisation de cette agence. Donc, elle a tenu, pour rappel, son premier conseil d'administration déjà en 2022. Et puis, on a assisté en 2023 à la tenue de son deuxième conseil d'administration avec la délimitation de la procédure de désignation des administrateurs indépendants. Donc, comme dans une entreprise privée, une grande SA, voilà, qui se respecte, il y a eu ce processus-là. Et maintenant, la dernière nouveauté, c'est qu'en 2024, en avril 2024, il y a eu l'approbation des comptes et le budget et le projet de convention pour asseoir les bases du contrôle de l'État sur l'agence. Et avec la création aussi de comités spécialisés. Alors, l'agence, elle a un plan d'action qui est ambitieux. Elle a un plan d'action qui est ambitieux. Elle veut accompagner la transformation d'un certain nombre d'entreprises publiques qui ont été déterminées, à renforcer leur gouvernance. Et il y a une logique sectorielle qui préside à cela, parce qu'il y a quelques secteurs qui ont été identifiés comme étant prioritaires. Je pense notamment à l'énergie. Et d'ailleurs, vous allez trouver, ce que j'aime dans tout ce qui se passe, c'est qu'on a eu une approche itérative et maintenant toutes nos réformes se font quelque part écho. C'est-à-dire que les secteurs qui sont vraiment priorisés par l'État, ce sont les secteurs sur lesquels nous sommes en train d'amorcer des transformations systémiques et des transformations structurelles profondes, y compris sur ces volets qui normalement ne touchent qu'à la gouvernance et à la bonne gouvernance de ces entreprises. Un autre fait majeur, par exemple, on est en train d'introduire les normes IFRS au niveau, ce qui est important, dans les entreprises qui font partie du périmètre de l'agence. Et c'est important, là, c'est une phase d'accompagnement qui a lieu parce que, voilà, comme on le sait, comme dans partout, il y a une aversion au changement, il faut accompagner les mentalités, prévoir plein d'actions de sensibilisation, de formation, etc. Et puis, il ne faut pas oublier que tout ça s'insère dans une logique actionnariale de l'État. D'accord? Donc, maintenant, le bras droit de l'État dans ce processus va être l'agence qui a récemment été mise en place et l'État va devenir un petit peu en second rang, filigrane, regarder ce qui se passe pendant que l'agence veille au grain pour que les établissements fonctionnent de manière tout à fait autonome, mais disons que désormais, il n'y a plus de discrimination. Une entreprise privée, une entreprise publique, toutes deux doivent travailler sur les mêmes bases. Ce sont des bases de transparence et de création de valeur. Ce sont les deux notions sur lesquelles je vais beaucoup insister. Autre chose, c'est qu'on a permis désormais et on accompagne la transformation d'un certain nombre de ces entreprises-là en sociétés anonymes. Donc, qui dit sociétés anonymes, c'est beaucoup de contraintes qui vont s'imposer à ces sociétés, c'est beaucoup de règles de transparence, mais c'est aussi des possibilités qui s'ouvrent à elles en termes d'organisation et de fonctionnement. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, professeur Benhida, pour votre réponse extrêmement éclairée. Alors, vous avez parlé de la rationalisation, justement, de la modernisation de la gestion des entreprises et des administrations publiques. Je vais juste mettre le focus et insister et stabiliser un peu plus les partenariats publics et privés.
et qui permettent justement une diversification des sources de financement pour l'encouragement et la collaboration avec le secteur privé pour stimuler éventuellement l'investissement et l'innovation. Et un chantier ou un concept ou une mesure à laquelle on ne fait pas beaucoup allusion, c'est l'adaptation au défi de la transition énergétique et numérique, parce qu'il y a une incitation qui est poussée à outrance actuellement vis-à-vis de l'intégration des nouvelles technologies et l'adoption des pratiques respectueuses de l'environnement et pour être en parfait alignement avec les objectifs de développement durable et l'amélioration justement de la rentabilité sociale et économique des entreprises et des établissements publics. Alors à présent, nous allons essayer de nous orienter vers la consécration de la justice spatiale et l'équité dans la production et la répartition des richesses dans le paysage économique marocain, qui figure parmi les prérogatives protagonistes justement de cette loi de finances 2025 pour asseoir un développement économique, social intégré et durable. Professeur Benhida, ma question pour vous va être la suivante. Est-ce que vous pouvez lever le voile pour nos auditeurs aujourd'hui pour ce qui est de la poursuite de la mise en œuvre de cette régionalisation avancée qui demeure la pierre angulaire de cette loi de finances, tout du moins de ce bloc de la loi de finances 2025 et de la déconcentration administrative? Oui, tout à fait. Alors, s'il y a une réforme majeure, s'il fallait n'en garder qu'une, celle qui fait toute la différence par rapport à des pays similaires, c'est la régionalisation et le projet très ambitieux sur lequel nous nous sommes avancés depuis déjà quelques années de régionalisation avancée. Vous n'êtes pas sans le savoir, pour des raisons d'intégrité territoriale, une réflexion a été poussée dans ce sens-là et l'idée n'était pas que celle-ci, l'idée c'est d'asseoir justement ce concept-là de justice et d'équité territoriale, spatiale, mais c'est bien beau de le vouloir. Après, il faut se doter des moyens nécessaires pour rendre ce modèle économique pérenne, c'est-à-dire que chaque région doit fonctionner avec des moyens adéquats, avec une création de richesses suffisante, avec un ensemble d'infrastructures nécessaires au fonctionnement. Tout ça, bien sûr, étant assorti en même temps pour moi, ce sont les deux faces d'une même pièce, c'est la décentralisation de l'administration. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une régionalisation avancée tout en ayant ce concept-là d'administration centrale telle qu'on l'a connue pendant de nombreuses années. Donc, pour rappel, voilà, la régionalisation avancée, elle est au cœur de nos chantiers stratégiques depuis de nombreuses années. Et donc, l'idée, c'est de partager à la fois les compétences, les ressources entre l'État et les collectivités territoriales. Donc, pour promouvoir un développement économique qui soit juste, qui soit durable et qui soit équitable. On va arrêter de dire ça sur un plan purement théorique et donner des exemples concrets. Par exemple, ça va être des mesures majeures comme la création d'agropoles. Maintenant, on a la création d'agropoles au Maroc qui, pour ceux qui ne le savent pas, sont des centres complètement intégrés, adossés à des régions où nous avons des productions agricoles importantes. Et là, l'idée, c'est d'avoir de la valorisation et du conditionnement de notre récolte, justement. Et ça permet de créer des richesses et des emplois pour les personnes qui viennent de ces régions, surtout lorsqu'elles sont défavorisées, qu'elles n'ont pas les mêmes chances que d'autres régions qui sont plus développées, avec cette logique de aussi stabiliser les citoyens au niveau de leur région en leur créant des chances similaires, d'accord, ou quasi similaires, pour éviter ces phénomènes d'exode dont on a beaucoup pâti au cours des dernières années, et tout en rendant, on a aussi commencé à réfléchir en termes de revenus foyers. C'est-à-dire que pour nous, un agriculteur n'est pas qu'un agriculteur. Il faut que toutes les personnes qui font partie d'un même foyer dans une certaine région puissent générer suffisamment de revenus pour être une famille et un foyer viable, au même titre qu'un foyer qui vit dans un centre urbain, etc. Donc là, c'était juste pour donner un exemple illustré
Alors, cette régionalisation avancée, c'est aussi tout un arsenal juridique qui est en train de s'asseoir derrière. Et donc, depuis, on a des efforts qui se sont intensifiés au cours des dernières années à travers plusieurs mesures. Je vais par exemple citer la poursuite de la consolidation des ressources financières. Ça, c'est le plus important, avec un plafond qui atteint 10 milliards de dirhams, et l'accompagnement des régions. C'est-à-dire que là aussi, il fallait développer les compétences des régions, des collectivités territoriales, pour qu'il n'ait plus rien à envier aux administrations centrales. Et ça, clairement, c'est un chantier majeur pour moi. Si effectivement, je réitère, s'il fallait n'en garder qu'un, ça serait celui-ci. Il y a tellement de choses à dire sur ce modèle-là, mais c'est en même temps un point, il faut être clément à ce niveau-là. C'est que c'est tellement ambitieux qu'il sera difficile d'arriver à l'ensemble des objectifs assignés de manière très rapide. Il faut avoir justement cette vision longue. On a commencé à asseoir ça à travers justement certaines mesures fiscales déjà par le passé. Maintenant, on est dans la transformation et dans la création de richesses au niveau local à travers aussi la montée en compétences. Le modèle est beau, il faut lui donner un petit peu de temps, mais désormais, on sait que ça fera partie, c'est voué à faire partie des priorités pour les prochaines années. Après, bien sûr, le Maroc a la chance d'asseoir toutes les démarches que nous effectuons sur une démarche de benchmark international. Et nous avons vu des exemples réussis à l'international en matière de régionalisation qui poussent le Maroc à persévérer sur cette voie. C'est réellement important d'avoir des exemples de réussite devant soi qui poussent à adopter ce modèle et à y rester sans aucun doute. Voilà. Et justement, nous allons capitaliser sur les modèles réussis des pays qui ont essayé d'œuvrer vers cette régionalisation avancée. Et là, pour le coup, ça demeure incontestable, inéluctable de pouvoir parler de cette déconcentration, de cette décentralisation du pouvoir décisionnel pour les régions et pour les collectivités territoriales. Et cela passe sans conteste par l'augmentation des ressources financières, et pour les régions pour favoriser leur développement local. Vous avez parlé, professeur Benhida, de l'amélioration de l'accessibilité des services publics justement à ces régions, et ça passe par le transfert de compétences pour mieux répondre aux besoins des citoyens et l'optimisation de cette coordination entre l'État et les régions. Ça va de soi que ça demeure au cœur des prérogatives du gouvernement actuellement pour promouvoir un tant soit peu cette gouvernance locale et pour asseoir davantage de transparence. Vous avez parlé des motivations fiscales, inutiles de le rappeler. Alors à présent, chers auditeurs et professeur Benhida, je rappelle que nous avons aussi un public aujourd'hui en présentiel. Donc c'est une habitude que nous avons adoptée lors de ces mercredis de la loi de finances, d'avoir une session hybride, donc des auditeurs en distanciel, en différé, et des auditeurs en présentiel. Donc ça ajoute un petit peps et un côté animé à nos webinaires. À présent, nous allons prendre un tournant où il faut, à mon sens, impérativement parler ou évoquer que l'administration, elle occupe une place de choix dans l'agenda du gouvernement. Alors, je vois qu'il y a des questions qui arrivent dans le chat de la conversation. Et justement, le fait que l'administration occupe une place de choix, ça va dans le même sens, dans la même lignée que l'impulsion des autres orientations royales. Il vise justement à relever le défi de mettre en place une administration publique moderne et modernisée, efficace et de proximité. Et à cet égard, le gouvernement s'est lancé dans un chantier de modernisation de l'administration pour la mettre au diapason des pays émergents et des pays développés, et tout en plaçant la digitalisation au cœur de cette transformation structurelle. Professeur Benhida, j'aimerais vous entendre par rapport à cela et plus exactement par rapport à la réforme structurelle de l'administration. Alors, merci déjà pour cette question. Et déjà, il y a lieu de dire que la décentralisation, par exemple, qu'on vient d'évoquer, en lien avec la régionalisation avancée, elle n'aurait jamais été rendue possible sans une réflexion profonde sur la réforme de l'administration et en même temps
sans aller vers ce phénomène de digitalisation croissante de toutes les fonctions de l'administration. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, et je tenais vraiment à le rappeler, c'est que les différentes réformes se font écho. Il serait très intéressant de les analyser sous ce prisme-là. Et effectivement de manière holistique, c'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard. Nous n'aurions pas pu aller vers une décentralisation si on n'était pas sur un processus simultané de digitalisation et de modernisation de l'administration. Alors déjà, en tant que citoyenne marocaine, avant d'être professeur ou quoi que ce soit, il y a lieu de dire que cette amélioration, déjà, elle est sensible, nous la voyons déjà, tous en tant que, nous la vivons en tant que citoyens. C'est une réalité qui est indéniable. C'est parce que ça a été un des piliers des réformes pendant des années, une priorité très, très importante. Donc là aussi, c'est sous les hautes orientations royales. Il y avait ce défi-là de moderniser notre administration et de placer la digitalisation au sein des administrations, mais aussi en dehors des administrations. La digitalisation est un défi pour le Maroc et un des objectifs majeurs. De la même manière que le renforcement de l'usage des énergies renouvelables est un défi majeur. Donc nous, le défi énergétique et le défi de la digitalisation, ce sont vraiment deux priorités nationales très, très importantes. Et donc là, au niveau de l'administration, il y a eu une réflexion profonde pour voir quelles seraient les actions qui pourraient aider à faire émerger une administration qui soit plus efficace, numérique, dans le cadre justement et en phase avec la vision stratégie Maroc Digital 2030. D'accord? Donc, grâce à cela, il y a ce qu'on appelle la simplification des procédures administratives, déjà dans l'absolu. Donc, on a vu le lancement de plusieurs portails. Pour ceux qui ne les connaissent pas, on a le portail national des procédures, des formalités administratives qui s'appelle EDARATI. Pour tout ce qui est documents administratifs, on a un autre portail dédié. Et pour les réclamations et les plaintes, il y a Shikayet. Et ce qui est vraiment, par exemple, magnifique dans ce portail-là, c'est qu'il ne concerne pas une administration unique, mais c'est un guichet unique digital pour l'ensemble des plaintes que vous pouvez avoir à l'encontre d'un certain nombre d'administrations. Est-ce que le fonctionnement est parfait à ce jour? Non. Mais l'initiative et la montée en puissance de ces différents instruments est quand même réellement appréciable au regard de la jeunesse de ces expériences-là. Et ça transforme clairement de l'intérieur le fonctionnement des administrations. Je vais donner un exemple, c'est que maintenant, avec cela, il y a ce phénomène de reddition qui se renforce. Le phénomène de performance et le phénomène de reddition, parce qu'il est facilement traçable de voir combien de personnes ont consulté ce portail, quelle est l'expérience client de ces personnes au niveau de ces portails, quel est le délai de traitement de leurs différentes requêtes, sont-ils satisfaits? Maintenant, tout est traçable. Donc, ça transforme l'administration réellement de l'intérieur. D'accord? Parallèlement, il y a lieu de dire que ce sont des éléments très importants qui ne sont pas faits que pour le confort du citoyen. Nous sommes dans une logique de rendre nos villes intelligentes, je parle de smart cities, je parle de... Et en cela, une des 5 dimensions créatrices de cela, il y a le citoyen intelligent. Donc, si le citoyen, lui aussi, il gagne en puissance, il arrive à aller dans des portails comme ça, à utiliser de manière plus ludique, plus simple, l'ensemble des services publics, lui-même, il devient une force de proposition et il fait élever sa nation à travers cela. Donc, ce sont des éléments qui sont très intéressants et qu'il faut voir aussi de façon holistique. Mais j'insiste, nous ne sommes pas là que pour le bien-être des citoyens. Il y a aussi cette notion très, très importante de quoi? D'attractivité des investisseurs et surtout des investisseurs internationaux et de redorer le blason du Maroc au niveau de classement de type Doing Business, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a CRI Invest, par exemple. Ça fait aussi partie des process qui ont été digitalisés. Donc maintenant, pour tout ce qui est implémentation d'une nouvelle entreprise, il y a des guichets automatiques, des guichets unique et automatique en plus et informatisé, ce qui facilite énormément la tâche et qui normalement devrait être à même de favoriser la création d'entreprises au Maroc. Et qui dit création d'entreprises dit création de valeur ajoutée et de richesse et dit aussi attractivité pour les investisseurs internationaux et bien sûr le corollaire, obtention de financement de la part des bailleurs de fonds internationaux de type FMI, Banque mondiale, etc. Un mot sur le coût de ces réformes. Ces réformes sont coûteuses. Il faut le dire, parce que là,
il faut le dire quelque part, ce sont des réformes qui sont coûteuses. Peut-être, je dirais déjà un point sur aussi la réforme de retraite, même si ça a déjà été évoqué par le passé. Pour ne citer qu'elle parmi des réformes structurelles, nous n'allons volontairement pas l'aborder aujourd'hui, mais l'idée c'est que l'ensemble de ces réformes, plus vous êtes sur des réformes ambitieuses, plus vous êtes sur des réformes holistiques, plus elles sont coûteuses. Et ce coût, par contre, il est récupérable à long terme. C'est qu'il faut voir les externalités positives de l'ensemble de ce qui est effectué aujourd'hui et son rayonnement sur la richesse du Maroc dans les années à venir. Ce ne sont pas des projets à effet immédiat, d'accord? Mais le Maroc a une vision, et le plus important, c'est d'avoir une vision et de ne pas en découdre. Et normalement, c'est appelé à porter ses fruits à moyen long terme, mais de manière réellement solide, pour asseoir les bases, comme on l'a dit, d'une croissance qui soit inclusive et durable. Ce sont les deux mots-clés, c'est l'inclusion et la durabilité. Alors, parallèlement, je dirais que pour tout ce qui est service public, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, la mise en œuvre de la charte des services publics. Là aussi, c'est un événement important. Actuellement, on est en phase d'adoption des textes d'application. Et il y a l'élément aussi, l'autre élément important dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est l'adoption de la langue amazigh en tant que langue officielle. Et là aussi, on le voit au niveau de nos administrations, ne serait-ce qu'au niveau des enseignes, ne serait-ce qu'au niveau des publications officielles. Et maintenant, on a un nouvel an amazigh aussi qui a été férialisé. Et c'est effectivement une grande fierté pour nous en tant que Marocains tous, avec une réconciliation générale et globale avec notre identité que nous apprenons à découvrir, qui est une identité riche et multiple. Et là aussi, ça peut sembler complètement en dehors de tout le reste, mais quand on pense régionalisation avancée, quand on pense phénomène comme cela, c'est nécessaire de penser à ces phénomènes identitaires et à la fois de les mettre en valeur, mais pas sans créer de discorde et d'une manière vraiment très solaire. Moi, j'aime bien ce qui est fait actuellement. Ça déborde d'énergie positive. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette réponse extrêmement pluridisciplinaire, comme à votre accoutumé, professeur Benhida. Alors, vous avez parlé de beaucoup de choses dans votre réaction à cette question. Vous avez évoqué le fait qu'on ne peut redorer le blason du Maroc et remonter dans les classements internationaux sans pour autant passer par le triptyque transition énergétique, transition numérique et intelligence artificielle. Je vais ajouter intelligence artificielle, parce que nous avons eu l'occasion de faire un webinaire sur justement l'impact de l'intelligence artificielle sur l'optimisation des processus financiers. Et j'estime que ça a sa place dans ce chantier de réforme. Alors, vous avez dit qu'on ne peut pas justement remonter dans les classements sans pour autant passer par une dématérialisation, par une digitalisation des services publics. Alors, je me rappelle pour l'anecdote, quand j'étais contrôleur de gestion dans la présidence de l'université Mohamed V de Rabat, j'avais une difficulté incommensurable de faire départir les ténors des services financiers du papier vers les ERP, donc Enterprise Resources Planning, surtout pour le système intégré de gestion, il fallait vraiment optimiser et digitaliser les procédures. Donc, ça va de soi avec cette vision du gouvernement d'optimiser aussi les ressources humaines dans la fonction publique avec un recrutement sélectif, une mobilité interne et la mise en place de mécanismes de gestion et d'accompagnement au changement, parce que les gens en général, j'essaie de personnifier la chose, les gens sont réticents au changement, d'autant plus que s'il n'y a pas un accompagnement pour essayer de renforcer cette capacité administrative, eh bien, les réformes sont vouées à l'échec. Et justement, le gouvernement a pensé à cela avec l'optimisation des ressources humaines. J'ajoute juste le point de renforcement de la gouvernance et la transparence administrative. Vous en avez parlé brièvement dans votre réaction par rapport au mécanisme de contrôle et de reddition des comptes pour garantir justement une gestion publique plus transparente, responsable, équitable et égalitaire. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin. Je rappelle à nos auditeurs aujourd'hui qu'ils peuvent poser leurs questions au niveau du chat de la conversation. S'ils sont dans toute personne désireuse d'élargir son champ de compétences, de combler ses lacunes, de consolider ses acquis par rapport à la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles, et la bienvenue de poser sa question au niveau de la
du chat de la conversation. Je vois qu'il y a déjà des questions qui sont en train de tomber dans le chat. Et nous arrivons à la dernière ligne droite, justement, de notre webinaire. Avant de prendre des questions de nos chers auditeurs, j'aimerais profiter quand même de votre expertise, professeur Benhida, par rapport à ces mesures de la loi de finances 2025, plus exactement pour ce qui est du rayonnement diplomatique du Maroc, tant au niveau bilatéral, régional et multilatéral, ainsi que les mesures qu'il entreprend pour garantir son intégrité territoriale et ses intérêts suprêmes sur l'échiquier international. Alors oui, merci pour cette question parce que c'était inévitable qu'on parle de ça avant la fin justement de cette série de webinaires. Le Maroc rayonne au niveau national, mais rayonne maintenant et surtout au niveau international. Effectivement, ça devient indéniable à la faveur de plusieurs mesures, notamment celles qui sont prévues au niveau de la loi de finances 2025. La loi de finances 2025 prévoit que nous restions sur les actions prioritaires identifiées au cours des dernières années, c'est-à-dire une présence renforcée à la fois au niveau multilatéral qu'au niveau bilatéral. Donc le Maroc a énormément renforcé effectivement sa présence au niveau de l'ensemble des instances internationales, que ce soit au niveau international ou à un focus particulier au niveau de l'Afrique. Avec l'Union africaine notamment à laquelle je pense, on a commencé à gagner une grande importance au fil des ans et un rôle pivot. De la même manière, il faut renforcer sa présence de manière bilatérale. Donc, ce qui a été fait, c'est aussi la création de beaucoup de complexes diplomatiques, qu'il s'agisse de consulats, qu'il s'agisse d'ambassades, et au niveau des pays partenaires stratégiques du Maroc, et notamment au niveau des pays africains où notre présence n'était pas encore suffisamment importante ni marquée au cours des dernières années. Et les faits ne trompent pas. Aujourd'hui, on gagne dans notre rang plusieurs pays avec lesquels nous avons consolidé ces relations-là à travers l'implémentation de nos ambassades et de nos consulats. La coopération sud-sud a énormément été renforcée aussi. Il y a toujours deux penchants. Il y a le côté purement diplomatique et il y a le côté aussi économique, win-win, sur lequel repose cela. Quand il y a une mission diplomatique qui a lieu quelque part, nous partons aussi avec nos hommes d'affaires, nous partons avec nos entreprises leaders et championnes et nous nous implémentons de manière très, très importante depuis de nombreuses années, surtout en Afrique. Je pense à beaucoup de sociétés pharmaceutiques qui ont une présence importante maintenant en Afrique subsaharienne et je pense surtout aux banques, les banques marocaines qui maintenant ont pris le relais carrément des banques françaises au niveau du continent, ce qui est une excellente chose. Donc ce n'est pas de la diplomatie pure que pour le lobbying, c'est aussi beaucoup d'enjeux économiques derrière. Et après, donc voilà, on valorise aussi notre action au niveau des instances classiques, l'ONU, l'OMC, une présence de qualité, une présence qui n'est pas passive, une présence réellement active et de qualité. Et aussi à travers un certain nombre d'événements culturels, scientifiques que nous organisons au Maroc et auxquels nous participons aussi à l'échelle internationale. Enfin, je citerai aussi que dans la lignée de tout le reste, on a aussi, nous, pensé rendre l'expérience client pour les Marocains du monde plus facile dans nos représentations diplomatiques. Maintenant, il y a le e-timbre, il y a le e-passeport, il y a le e-visa, il y a beaucoup de choses qui ont été simplifiées aussi pour nos Marocains du monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'aux étrangers, il faut aussi penser aux Marocains à l'étranger. Ces présences-là, elles sont liées à eux, elles sont là pour eux, et on a une diaspora qui commence à devenir très importante à travers le monde et qui est notre meilleur visage, nos meilleurs ambassadeurs, c'est nos Marocains du monde. Donc, l'action du Maroc, disons qu'elle est coordonnée dans ce sens-là et qu'elle fait là aussi encore écho à tout ce qui a été fait précédemment dans les autres chantiers de réforme structurelle. Voilà, c'était une petite parenthèse sur ce sujet-là, mais il y a pléthore de choses à dire. C'est un sujet à part entière, bien sûr. Tout à fait. Alors, dans les réformes prévues par le gouvernement, justement, il y a énormément de choses à dire par rapport à la présence diplomatique internationale de Maroc qui repart en crescendo, surtout dans des pays stratégiques où il faut renforcer l'influence et l'hégémonie du Maroc à l'échelle internationale. Vous avez parlé de la promotion de la coopération africo-africaine et sud-sud. Donc, nous impulsons, justement, nous ambitionnons une coopération pérenne et résiliente avec nos
nos confrères et les pays voisins pour un développement commun. Et nous avons tenté aussi de valoriser le rôle du Maroc dans une gouvernance mondiale à travers un engagement renforcé et beaucoup plus présent dans les forums internationaux, l'ONU, l'OMC, pour défendre les intérêts nationaux et pour jouer ce rôle de leadership qu'entreprend le Maroc. Et vous avez parlé finalement, professeur Benhida, du développement de la diplomatie culturelle et scientifique visant à promouvoir la langue arabe et la culture marocaine à l'international. Alors, avant de clôturer ce webinaire, bien évidemment, comme à l'accoutumée, on va se diriger. Nous allons jeter notre dévolu sur les questions des auditeurs. Et je vois qu'il y a deux questions. Alors, il y a M. Bouali Mohamed Ayoub qui vous dit « Quelles sont les principales mesures mises en place en vue d'améliorer le parcours administratif ?» Alors, merci monsieur pour cette question. Alors, les principales mesures qui ont été mises en place pour améliorer le parcours administratif renvoient directement à tout ce qu'on a dit en termes de digitalisation. Digitalisation, il y a beaucoup cette notion de guichet unique et de se déplacer au minimum envers les administrations qui vous intéressent, avec bien sûr, il y a un corollaire très simple, c'est que la panoplie d'informations nécessaires à l'entame des démarches, désormais, elle est disponible. Chose qui n'existait pas avant. Pour revenir à quelques années en arrière, l'information, déjà, il y avait une grande opacité qui entourait un certain nombre de démarches administratives. Maintenant, les démarches sont beaucoup plus transparentes, elles sont connues, et il y a cet avantage-là de les effectuer toutes en ligne et avec un suivi qui est permis en ligne. D'ailleurs, même, j'irais même jusqu'à dire que même sur le plan énergétique, c'est concordant avec nos ambitions parce qu'effectivement, se déplacer constamment, tandis que voilà, maintenant, donc tout est en phase, tout est en ligne. Et comme je vous l'ai dit, là, je pense vraiment au guichet unique, surtout pour les entreprises. Et il y a aussi ces questions-là de e-timbre et de e-visa qui ont été mises en place. Tout ça, ça améliore le parcours administratif, disons, et l'expérience client pour tous les utilisateurs, quelle que soit leur nature. Tout à fait. Alors, nous avons une deuxième question d'un autre auditeur, Estahel Younes, qui vous dit « Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je souhaiterais poser une question. Quels sont les objectifs et la portée des transformations des entreprises et établissements publics en société anonyme ?» Et merci. Merci beaucoup. Alors, c'est une question importante parce qu'effectivement, aujourd'hui, lorsque nous avons parlé de la création de l'agence qui est dédiée à ces questions-là, une de ses grandes missions, c'est l'accompagnement d'un certain nombre d'établissements et d'entreprises publiques qui vont désormais se transformer en SA. Vous n'êtes pas sans savoir que déjà, parmi le portefeuille de sociétés que détient l'État, d'établissements, si vous voulez, d'entreprises publiques, beaucoup sont déjà des SA. D'accord. Je pense notamment à l'OCP, je pense notamment à la Bourse de Casablanca, qui est une concession de l'État vers le secteur privé, etc. Donc, c'est un schéma qui existe. Après, l'avantage, c'est que le principal avantage, c'est déjà l'accessibilité, parce que l'État a toujours eu cette logique-là de privatisation. Nous y allons et c'est plus simple de vendre des parts de SA et se désengager progressivement. Donc ça, c'est un avantage principal. Le deuxième avantage, ça va être quoi? Ça va être le fait que ces sociétés, lorsqu'elles se transforment en SA, elles ont la possibilité de lever des capitaux. Et de lever des capitaux notamment sur les marchés financiers. Donc, c'est-à-dire s'introduire en bourse, et ce sont des cas qu'on a déjà vus. Par exemple, le Maroc Télécom, on ne citait qu'elle, qui avait été le fruit d'une privatisation et qui est doublement cotée à la Bourse de Paris et à la Bourse de Casablanca, et la possibilité de lever des fonds, donc soit à travers une IPO, une introduction en bourse sur le compartiment action, soit à travers l'émission d'obligations, donc sans forcément être coté en bourse, comme l'OCP qui maintenant émet des obligations mais n'est pas coté en bourse. Et c'est un levier qui est très intéressant. La troisième chose, c'est le comportement de ces sociétés, leur fonctionnement. Une fois que vous transformez en SA, ça facilite énormément ce concept de reddition dont on parle, la gouvernance, la transparence. Vous pouvez nommer des administrateurs indépendants et le rôle de l'agence va justement être de nommer des administrateurs indépendants compétents en la matière pour
faire fonctionner au mieux ces entreprises de l'État qui sont un vivier de richesse pour pour l'ensemble des citoyens marocains et pas que pour l'État en lui-même. Donc, c'est réellement important. D'autant plus que le marché alternatif dans la Bourse de Casablanca est beaucoup plus chétif que le marché principal. Exactement. Il y a que très peu d'entreprises qui sont cotées au marché alternatif. Oui. Très bien. Alors, avant de pouvoir clôturer notre webinaire, je ne sais pas s'il y a une question présentielle parce que la coutume veut que nous... Je peux poser une question? Oui. D'accord. De prime abord, je vous remercie pour votre prestation de qualité, comme d'habitude, chère Madame Jeunesse Benhida et Monsieur Bachis. Bon, there is no light without darkness. Donc, vous avez remonté au crescendo de plusieurs objectifs du Maroc, notamment le NNDM, le nouveau modèle de développement marocain, le chantier de régionalisation avancée, mais j'aimerais savoir, de votre perspective, bien sûr, comment réduire les disparités territoriales et sociales dans le milieu rural pour favoriser la réussite de ce programme de régionalisation avancée, bien sûr. Exactement. Bah, merci, hein, c'est réellement important parce qu'on a dit que la régionalisation, aujourd'hui, c'est un des chantiers majeurs et une des priorités du Maroc. Mais la réflexion, elle a mûri parce que le projet ne remonte pas à aujourd'hui, il remonte à il y a longtemps. Mais effectivement, quand nous avons pensé région, il faut penser à l'autonomie de ces régions-là, prises à part, d'accord? Ce n'est pas qu'une utilisation de moyens nationaux mis comme des donations pour chaque région. Il faut rendre ces régions réellement autonomes. Et pour ça, il faut penser toute région comme une entreprise. Une entreprise, elle a ses points forts, elle a ses zones de création de richesse. Et là, ça me rappelle ce que j'ai évoqué tout à l'heure, par exemple, les agropoles. Donc ça, par exemple, ça a été un phénomène très important. Il y a aussi un certain nombre de réformes qui sont entreprises au niveau c'est la valorisation de l'artisanat. Parce qu'on réfléchit en termes de revenus foyer désormais, et pas revenus agriculteurs. Vous savez, le Maroc, qui compte combien d'agriculteurs? 1 600 000 agriculteurs, à ce que je sache. C'est énorme. Mais après, il y a toutes des familles qui sont adossées à ces agriculteurs-là. On a aujourd'hui une parcellisation des terrains agricoles. On a une pluviométrie qui est très, très variable avec des conditions climatiques difficiles. Mais il faut ancrer les gens dans ces régions et il n'y a pas que l'agriculture autour. Et par contre, au niveau agricole, il faut savoir aussi une question de valorisation. Avec cette parcellisation, il y a cette question de valorisation. C'est pour ça que, déjà à travers l'Agence de développement agricole, on avait opté pour le modèle de, comment on appelle ça, d'avoir des agrégateurs, un modèle d'agrégation. C'est-à-dire que vous êtes un petit agriculteur, un autre agriculteur est un petit agriculteur, vous pouvez regrouper vos récoltes sous la coupe d'un agrégateur qui va venir pour prendre votre récolte, mais il va vous apporter de l'assistance technique, il va vous apporter des fonds, donc le financement, tout au long de cette phase-là, et ensuite vous engagez de manière contractuelle avec lui à lui fournir votre récolte, tout ou partie de votre récolte. Et un agrégateur, les modèles qui réussissent jusqu'à maintenant, ce sont les agrégateurs qui ont des stations de conditionnement. Et donc, quand on parle de stations de conditionnement, quand on parle d'émergence d'agropoles, on pense à une vision tellement plus moderne de notre monde rural qu'il y avait il y a quelques années. Et à la faveur de cela, ce qui était vendu peut-être aujourd'hui à 1 dirham pourra être revendu à 5 dirhams plus tard. Et avec réellement une création de richesse et un maintien des populations dans leur région avec la valorisation. Qui dit cela dit bien sûr qu'il va y avoir tout un écosystème autour. Ça va être des nuitées touristiques avec une plus grande attractivité de ces régions-là. Ça veut dire des commerces de proximité, ça veut dire l'implémentation d'un certain nombre d'infrastructures, y compris des banques, etc. Donc là, vraiment, il y a une réflexion autour de rendre ces régions-là plus intéressantes et plus autonomes financièrement. Et surtout, vous avez bien fait d'évoquer le monde rural parce que c'est celui qui pâtit le plus de ces disparités-là. Et tant que ces disparités subsistent, le modèle de régionalisation avancée, il ne pourra prendre réellement son envol. Donc, merci vraiment pour cette question, vraiment. Merci. Tout à fait. Alors, merci beaucoup. J'aimerais vraiment saisir cette occasion, professeur Benhida, pour vous remercier chaleureusement d'avoir donné de votre science et de votre savoir à nos chers auditeurs aujourd'hui, que ce soit lors du webinaire de la préservation de la soutenabilité des finances publiques ou encore de la poursuite des mises en œuvre des réformes structurelles. Vraiment, vos réactions, vos analyses sont extrêmement bien éclairées et je voudrais vous témoigner ma gratitude la plus profonde pour avoir accepté de rejoindre nos rangs pour cette série de webinaires. Alors, éventuellement, là, notre webinaire, il touche vraiment à sa fin et j'aimerais saisir cette occasion pour remercier l'Esselska Business School
pour nous avoir donné cette plateforme pour discuter de thématiques de haut vol par rapport à la loi de finances. Je pense que ça va être une tendance pour les années à venir, que ce soit ici ou dans d'autres établissements. J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour remercier le staff technique, le staff pédagogique qui nous a vraiment très bien accompagnés tout au long de ces séries de webinaires et toute personne ayant contribué de près ou de loin au succès de ces 5 blocs réservés à la loi de finances 2025. Toute ma gratitude et je souhaite à nos auditeurs une bonne continuation pour plus tard. Je pense pouvoir vous revoir dans une éventuelle manifestation scientifique, que ce soit lors de la loi de finances ou dans d'autres thématiques éclairées. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à très bientôt. Merci, au revoir à tous.